La voiture électrique, avant tout adaptée à la ville et au trajet du quotidien, voit de plus en plus augmenter les capacités des batteries qu'elle embarque. De quoi proposer de plus grande autonomie et gagner en polyvalence. C'est ainsi qu'aux côtés des modèles urbains limitant la taille de leurs accumulateurs, de plus gros véhicules, plus ou moins familiaux et toujours 100% électriques, voient le jour. Ceux-là doivent pouvoir tout faire, des petits parcours citadines de la semaine aux longs trajets autoroutiers des départs en vacances, afin de pouvoir remplir la fonction de véhicule principal du foyer. Ils annoncent souvent des autonomies maximales confortables mais forcément supérieures à la réalité d'un trajet complet sur voie rapide. Dans notre rubrique Les électriques, polyvalentes, nous mesurons leurs autonomies en conditions réelles avec aujourd'hui le MG Marveller 2WD, 2 roues motrices. Pour son troisième modèle diffusé en Europe, la marque chinoise MG Motor, du groupe SEC Motor, à peine moins de 2 ans après son premier véhicule proposé chez nous, évite les noms compliqués. Après le ZSEV puis le HS, voici une dénomination plus vendeuse, Marvel, rue encore un SUV, électrique comme le premier et familial comme le deuxième. Le style aussi se veut plus original, marquant une volonté de monter en gamme et un argument de séduction à part entière. Les traits sculptés de sa carrosserie, les ouïes latérales et surtout le bandeau lumineux à l'avant reliant les deux crochets en guise de feu de position et feu de jour, ajouté au projecteur, dissimulé dans de larges ouvertures trapézoïdales inférieures sur le bouclier, le MG Marveller se remarque. L'arrière est également homogène et bien dans les standards européens. Et pour cause. Ces feux, également reliés entre eux par un bandeau lumineux, ressemblent à ceux d'un Audi e-tron. De nuit ou à une certaine distance, c'est à s'y méprendre. Côté dimension, il a cela dit ses propres proportions, avec un capot un peu plus aplati et des côtes qui le rapprochent des Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Skoda Enyaq iV ou encore Tesla Model I. Le SUV familial chinois mesure 4,67 mètres de longue, 1,92 mètres de large et 1,62 mètres de hauteur. Une seule batterie est proposée, de 70 kWh de capacité brute. La capacité nette n'étant pas communiquée, nous retirons 5% à cette valeur afin d'obtenir le chiffre utile à nos mesures, soit 66,5 kWh. 2 motorisations au choix lui sont associées. La première est composée de 2 moteurs électriques sur le train arrière, un bloc principal de 109 chevaux et un second de 71 chevaux pour les plus fortes demandes de puissance pour un cumul de 180 chevaux et 410 Nm de couple. La deuxième motorisation ajoute à cela un troisième moteur sur le train avant, des 109 chevaux lui aussi, pour un total de 288 chevaux et 665 Nm. Il s'agit dans ce cas d'une 4 roues motrices dont l'autonomie est annoncée à 370 km. En 2 roues motrices, elle est de 402 km selon le cycle W et LTP. Le MG Marveller est affiché à partir de 40 000 € en finition comme fort. La plupart des équipements disponibles dans la gamme y sont déjà inclus en série, dont la totalité des aides à la conduite, la peinture métallisée, le toit ouvrant panoramique, la climatisation automatique bizone, les phares matriciels à LED, les jantes de 18 pouces, l'accès main libre, le hayon électrique, la navigation GPS, la connexion Android Auto et Apple CarPlay, filaire, les sièges avant électriques, l'alarme ou encore la sellerie en simili-cuir noir. La finition Luxury demande 45 000 € et ajoute la partie centrale des sièges en cuir, le choix entre un intérieur noir ou beige, des sièges avant chauffants et ventilés, le rétroviseur intérieur électrochrome, l'éclairage d'ambiance, la détection du pied sous le hayon, les jantes 19 pouces, la caméra 360 degrés, la recharge de téléphone par induction, la commande vocale et la navigation connectée. Enfin, la finition performance s'échange contre 49 000 € avec en plus, le système audio Bose à 9 haut-parleurs et la motorisation à 3 moteurs de 288 chevaux. Lors de nos mesures, la température extérieure affichait 6 degrés Celsius et le chauffage était réglé sur 21 degrés Celsius. Le mode de conduite normal était enclenché. Les mesures sur voie rapide, moyenne de consommation entre le trajet aller et le trajet retour pour un total d'environ 45 km à 110 km/h et 130 km/h sur l'autoroute A4. En ville, moyenne de consommation sur une traversée de Paris d'environ 16 km entre la porte de Bercy et Issy-les-Moulineaux, Île Saint-Germain, en passant par le Jardin du Luxembourg.
Le niveau de finition intérieure s'éloigne de l'idée que l'on peut se faire des productions chinoises. La première impression est bonne et les formes sont travaillées, avec une personnalité propre au modèle. Il n'y a pas de défaut d'assemblage apparent, les matériaux utilisés ne reflètent pas une recherche particulière d'économie. Le simili-cuir majoritairement utilisé fait bonne impression de la sellerie aux contreportes jusqu'au centre de la planche de bord. Les parties hautes utilisent un plastique légèrement moussé et une partie plus dure imite le cuir juste au-dessus de la ligne d'aération qui traverse joliment et discrètement l'habitacle. On remarque surtout la grande surface inclinée au centre, de 19,4 pouces de diagonale intégrant un écran de 14 pouces. Malheureusement, on est vite déçu par le manque de réactivité de cette dalle tactile. L'agencement des menus est pourtant facile à prendre en main, mais il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant que le contact sur la touche sélectionnée soit suivi d'une action. Faire défiler la liste des stations de radio ou se déplacer sur la carte de navigation devient une véritable gageure, entraînant par exemple des zooms involontaires ou des déplacements dans des sens différents de celui souhaité. Les compteurs aussi sont numériques, sur un écran de 12,3 pouces. Beaucoup d'informations peuvent y être affichées. La partie gauche permet de faire défiler de nombreux menus comme celui sur les aides à la conduite ou les différents ordinateurs de bord. Mais les données sont souvent écrites en petits caractères. L'ensemble reste lisible. Au centre, le rappel de la carte de navigation est permanent. À droite, une large partie est dédiée à l'affichage de la station de radio ou à la connexion avec le téléphone. On aurait apprécié pouvoir personnaliser cette partie avec les mêmes éléments disponibles à gauche, de telle sorte à obtenir une meilleure répartition des informations. Tout se gère avec la branche droite du volant. La branche gauche étant dévolue à l'audio. Les commandes physiques sont intuitives et bien placées pour la conduite. On est bien installé à bord du Marvel Air, à l'avant comme à l'arrière, où la place est importante et la banquette confortable. La forme des dossiers, façon siège sport individuel aux places latérales, est réussie mais il manque un réglage en hauteur des appuis-tête, un poil trop court selon le gabarit des occupants. Le coffre est moins généreux avec seulement 357 litres de volume et un seuil au perché. En cause, les deux moteurs électriques logés dessous. En complément, une seconde zone de chargement se trouve sous le capot à l'avant, avec 150 litres supplémentaires. Cela reste moins pratique qu'un seul compartiment plus grand mais c'est toujours mieux que la version performance à 4 roues motrices. Son troisième moteur supprime cet espace et le plus onéreux des Marvel Air n'offre pas plus de coffre qu'une petite berline compacte. Lorsque l'on commence à rouler, les sièges et la souplesse de suspension assurent un bon confort, même si les déformations de la route se répercutent dans l'habitacle. De plus, ces déformations entraînent des bruits de mobilier, que l'on entend également à chaque accélération ou variation de l'allure, même légère. Les plastiques donnent la sensation qu'ils se tordent et que la qualité d'assemblage, bonne en façade, n'est pas complètement au niveau en profondeur. On ne parlera pas de gêne acoustique mais cela laisse planer quelques doutes sur le bon vieillissement du modèle sur la durée. La conduite est sinon plutôt agréable avec une direction bien calibrée sur le mode normal. Les deux autres modes, Eco et Sport, font notamment varier la réactivité de la pédale d'accélérateur. La pédale de frein est, quant à elle, plus lâche et la résistance varie en laissant nettement entendre la mise en pression du liquide de frein au moment du basculement entre frein régénératif et frein mécanique, lors d'un freinage appuyé. La récupération d'énergie peut par ailleurs se régler sur 3 niveaux, grâce à une gâchette sur la console centrale, à la droite du sélecteur rotatif de sens de marche. Aucun ne ralentit très franchement le véhicule et les écarts entre chaque niveau sont faibles. La consommation en ville n'est d'ailleurs pas particulièrement basse, avec 20,1 kWh, au 100 km à une vitesse moyenne de 18,6 km/h pour notre traversée de la capitale. Cela n'assurerait que 331 km d'autonomie en environnement urbain alors que celle annoncée en cycle mixte dépasse les 400 km. En l'occurrence, son gabarit ne le destine pas à la ville, et notamment sa largeur de 1,92 m associée à un imposant capot. La caméra à 360 degrés de qualité moyenne ne facilite pas beaucoup les manœuvres. La vue de dessus étant petite avec une zone de flou autour de la représentation du véhicule. Les vues avant et arrière sont plus lisibles mais n'affichent pas l'extrémité de la carrosserie dans le champ des caméras, ce qui sert habituellement de repère pour ne pas toucher à un obstacle. En revanche, avec la vitesse, le comportement routier du SUV rassure.
Neutre et équilibré, il profite d'un poids plus bas qu'à l'accoutumée pour une voiture électrique de cette taille. Avec 1810 kg, cela reste lourd mais plus acceptable que les plus de 2 tonnes habituelles. La version à 3 moteurs ajoute cependant 110 kg, qui incite, une fois de plus, à ne pas la préférer. On relèvera néanmoins un peu de pompage la ligne droite, en rapport avec le réglage sur voie rapide, on profite davantage de son confort, y compris en termes d'insonorisation, grâce à un double vitrage efficace. Le bruit du vent reste bien présent. Pour ce qui est des consommations, on préférera rester à 110 km/h pour conserver une moyenne acceptable à cette allure, de 22,3 kWh au 100 km, synonyme d'une autonomie de 298 km, presque autant qu'en ville. C'est important car la puissance de charge maxi est plutôt faible, 92 kW, ce qui augmente les prix aux stations facturant à la minute, surtout que EMG ne fait pas partie des bénéficiaires potentiels des tarifs préférentiels sur le réseau Ionity, le plus développé en attendant l'ouverture à la concurrence du réseau Tesla. Le régulateur de vitesse adaptatif de série, efficace, sera une aide, sur longs trajets, bien qu'il ne maintienne pas au centre de la voie. Seule aide au maintien dans la voie, à l'approche de la ligne, est disponible. Mais sa brutalité ne rassure pas, d'autant qu'il lui arrive de corriger la trajectoire alors même que le clignotant est actionné. Il est alors très intéressant de le désactiver. Ce qui s'opère à chaque démarrage et oblige à passer par un menu de l'écran central, dont le manque de coopération n'encourage pourtant pas. Il y a en tout cas de la reprise. La version 2 roues motrices et ses 180 chevaux suffisent en toutes conditions. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 7,9 secondes, 3 de plus que le Marvel Air Performance, mais tous sont limités à 200 km/h. Une vitesse importante obtenue grâce à une boîte de vitesse à 2 rapports sur le train arrière. En y prêtant attention, on peut sentir passer le rapport supérieur autour des 80 à 90 km/h sur une accélération importante, relâchant alors momentanément l'effort avec douceur. L'effet de coupure est sans doute plus marqué sur la version 288 chevaux. Le MG Marvel Air est équipé d'un chargeur embarqué pouvant recevoir un courant alternatif de 11 kW et un courant continu pour la charge rapide de 92 kW maximum. Le connecteur de type 2+ combo CCS se trouve sur l'aile arrière droite. Seul le câble pour Wallbox et borne publique, mode 3, est fourni en série. Celui pour prise domestique, mode 2, est disponible en accessoire pour 250 à 300 €. Avec 66,5 kWh de capacité nette, il faudra environ 37 heures pour une charge de 0 à 100% sur une prise domestique, 1,8 kW. Sur des wallbox monophasés de 3,7 kW et 7,4 kW, il vous faudra environ respectivement 18 heures et 9 heures. Sur une wallbox triphasée, installation électrique triphasée nécessaire, de 11 kW, il vous faudra environ 6 heures. Sur une borne de charge rapide de 92 kW, il vous faudra 43 minutes pour passer de 5% à 80%. Pour une utilisation quotidienne, la borne de 7,4 kW de puissance est un minimum pour plus de souplesse d'usage. Pour les plus longs trajets, avec une puissance en courant continu assez faible de 92 kW, le temps d'attente pour passer de 5% à 80% est forcément plutôt long au regard des autonomies envisageables sur autoroute. En respectant cette fourchette de niveau de charge et selon nos consommations relevées, après le premier arrêt, il faudrait respectivement s'arrêter tous les 224 km, 110 km/h, et 183 km, 130 km/h, environ. Il a beau faire beaucoup d'efforts pour que l'on oublie ses origines chinoises sur le marché européen, à commencer par son nom de marque très british, le MG Marvel Air nous ramène vite sur le terrain du prix. À partir de 34 000 € bonus inclus, dans ce segment 100% électrique, difficile de faire mieux. Seul son compatriote, le EV-U5, y parvient pour 690 € de moins, mais il est malgré tout un peu moins bien équipé et surtout moins abouti à plusieurs égards. Justement, sur l'aboutissement et la qualité générale, le Marvel Air se rapproche nettement des standards du vieux continent. Il ne les atteint pas complètement à cause de petits manquements, craquements permanents du mobilier et des sièges pendant la conduite, écran tactile trop peu réactif, réglage de suspension à peaufiner, mais en nette amélioration face aux ZSEV par exemple. Ces détails forcent à ne pas choisir le niveau de gamme supérieur.
à moins de 40 000 € hors bonus. SUV familial est très compétitif, mais il ne faut pas dépenser plus pour ses prestations. L'équipement de base est tellement complet que passer à la finition Luxury n'aurait en effet qu'un intérêt limité. Pour 5 000 € de plus, les ajouts sont dérisoires. La caméra à 360 degrés n'est pas d'une grande qualité, les jantes de 19 pouces ne servent pas la filtration de la route, la sellerie dite en cuir ne concerne qu'une fine bande au centre des sièges, le reste demeurant en simili-cuir. De bel aspect, la navigation connectée peut s'obtenir en finition comme fort en passant par Android Auto ou Apple CarPlay. Ne reste que l'éclairage d'ambiance multicolore, le rétroviseur électrochrome, la commande vocale, la détection du pied pour l'ouverture du haillon et la recharge sans fil du téléphone. Sans oublier les sièges ventilés dont la fonction de chauffage peut s'avérer plus utile que les équipements précités. Mais, à moins d'absolument préférer l'intérieur beige qui s'ajoute au choix, tout cela ne vaut donc pas 5 000 €. De plus, à 45 000 €, ce niveau de finition se retrouve face à une Hyundai Ioniq 5 d'entrée de gamme dotée d'une batterie de 58 kWh, vitesse de charge bien plus rapide en courant continu ou encore, à un Skoda Enyaq iV50, 52 kWh, auquel on aurait ajouté quelques équipements. Dans les deux cas, la dotation est moins fournie mais loin d'être ridicule et leur qualité, de fabrication générale et de châssis, tout comme le volume de coffre supérieur, rendent le Marvel Air Luxury beaucoup moins compétitif. Enfin, inutile de penser au Marvel Air Performance, plus lourd, dépourvu du coffre avant et qui ne peut plus profiter du bonus maximal, pour un tarif minimum de 47 000 €, aide déduite, que ces performances ne suffisent pas à justifier pour l'usage visé. Un MG Marvel Air est une proposition surprenante, voire séduisante, notamment pour son style, qui ne s'envisage qu'à son prix d'accès pour en maximiser la voiture.